nickel. Bah, comme ça, c'est bon. Bah, c'était surtout ça, hein, point important. Ouais. Non, Alors, c'était la session. Ouais, il a plus de quoi. Ouais. Il est classe ton salon. ouais, écoute, quand je me suis connecté, c'est vrai que ça faisait un bon effet, c'est pas mal. Ouais, franchement, ouais. Je me suis vraiment posé la question au début, si c'était un filtre ou pas. C'est vrai, il y a un truc comme ça qui ressemble à un espèce de meuble blanc. Ouais. Regarde, ils ont bien fait l'intégration maintenant. Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, ouais, du coup, je suis resté chez moi pour le live parce que je me suis dit au bureau, il y aura trop de monde. Ouais, On va jongler. bah là, il y a trop de monde, je confirme. Et tu veux que je te rejoigne? C'est à quelle heure déjà On a rendez-vous à 15 heures à Saint-Priest, donc non, je vais passer au bureau, je pense te récupérer. Ouais, c'est ça. Moi, je suis bon duel. Ils veulent me voir. Ouais. Ah, oui, il faut pas qu'on oublie les pièces en plus. Ah oui, bah oui, du coup. C'est pas ça. T'as rien pris d'autres pièces? Non, mais il faut qu'on prenne les valises. Les pièces. Il y a du monde là qui va se connecter? On attend une trentaine de personnes, c'est Ah, quand même. pas. Bah, c'est déjà pas mal. Hmm. Ouais, c'est pas le live de l'année non plus, hein. Non, c'est celui du 23, du 22 juin qui est le live de l'année. C'est exceptionnel. Samedi, vous êtes dans une session d'entraînement, débarrer le webinaire. Ouais, en fait, pour l'instant, on est en session d'entraînement. On ouvrira les portes que quand on sera prêt. Mais du coup, je le ferai, t'inquiète pas. On est co-animateur, donc on n'est pas. Toi, tu gères l'enregistrement. Je pourrai gérer le reste. Moi, je vous entends pas, les gars. Nous, on t'entend pas non plus, Xavier, c'est bizarre. Ouais. Si, si, on t'entend bien, pas de souci. T'es bien en ligne. Ah, ok. D'accord. C'est C'est juste con, Martin et François qui font je suis tombé dedans. des Je langues suis des tombé dedans, signes. en plus, moi. On est face à face, on peut se parler. Voilà, ils trichent un peu. Non, j'ai mon réparateur de machine à laver qui vient d'arriver. Donc, Ah, parfait. je pense qu'à mon Écoute, avis, je vais être bon à acheter tu une pourras neuve. couper ta caméra dès qu'il vient Ah toucher non, non, le. mais je vais vous le présenter. Ils viennent toujours au meilleur moment. C'est Quand ça. on les attend.
J'envoie les derniers posts avant le démarrage du live. Voilà, je vais mettre un petit verre d'eau. Plutôt que de boire la bouteille, ce sera mieux, non? Ah bah moi j'ai une bouteille, c'est vrai que c'est moins chic, mais bon, ça fait son effet. C'est moins chic. Je suis un mec chic. Je suis le monk chic de l'impression 3D, quoi. C'est bien vu. Gazeuse, parce qu'après, je vais aller courir 12,5 km, 12 ou 15. Ah, bravo. Voilà. C'est de faire du sport le midi. Ça, c'est courageux, hein. Prochain marathon mois d'octobre. Ah ouais, Mi-octobre. Ouais. tu vises le marathon. Bon, bah, ce sera mon troisième, hein. Je commence à Ah avoir ouais, l'habitude maintenant. Ouais. bravo. J'ai fait dernier le marathon de Paris, là, en 3h29 et 50 secondes. Exactement. Et tu comptes relever le défi de faire plus rapide cette année, quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Celui d'Amiens, là, j'espère faire je fais en dessous de 3h30. Ouais, ce serait bien si c'était dans les 3h20. Ce serait parfait. Alors, mon premier, je l'ai fait en 3h56. Celui-là en 3h30, on va dire, en 3h29,50, ça fait 3h30. On va pas se la péter pour 9 secondes, hein. Chaud sur 3 heures, hein. Voilà. C'est juste une Ouais. foulée, quoi. Et ça va, t'as terminé en bon état. Ah, j'ai mieux terminé au marathon de Paris qu'au marathon d'Amiens. Au marathon d'Amiens, j'ai fini, je vomissais, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Alors, le marathon de Paris, ça s'est plutôt bien passé, tu vois. Enfin, bref. Ça dépend, effectivement, je pense un peu des jours qui précèdent l'état de santé général. Alors, on va découvrir le live. Hop. Est-ce que déjà, je vais partager ma presse, comme ça sera fait. Hop. Ah ouais, Est-ce que la presse est bien diffusée pour vous? exceptionnellement Oui, bien. parfait. Allez, top. Et ben, on ouvre le webinaire et puis on est parti pour un petit moment ensemble. Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Parfait, on va laisser un petit peu le temps à tout le monde de se connecter. Hop. Allez, dernière ligne droite pour ceux qui veulent prendre un petit verre d'eau, un café pour démarrer avant ce live. On va être ensemble pendant 1 heure pour parler impression 3D. Vous êtes au bon endroit. Parfait. Bon, il est 11h02. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue sur ce live dédié à la production en impression 3D. Je vais être accompagné pour ce live de plusieurs invités. Donc, parmi eux, François Yves. François, tu nous entends bien? Tout à fait. Parfait. Bonjour à Merci d'être tous. avec nous. Pour rappel, donc François, tu es ingénieur en fabrication additive, chef 3DF, et aujourd'hui tu viens nous parler de techno, SLA et SLS. Merci d'être avec nous. Je suis aussi accompagné pour nous partager un retour d'expérience sur l'utilisation des technologies d'impression 3D, Martin Certin-Bresson de la société 3D Reality. Martin, tu nous entends bien? Ouais, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bienvenue.
Et je suis Merci. également accompagné de Monsieur Formlabs, Xavier Tressel, qui est avec nous pour nous parler justement de cette marque maintenant incontournable, Formlabs. Tu nous entends bien? Oui, Florian. Bonjour à tous, merci beaucoup. Oui, je vous entends très bien. Et bonjour à Parfait. tous. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? On va parler de l'impression 3D avec un regard plutôt côté production et on va prendre le temps de resituer un petit peu les choses. Et pour parler de tout ça, on a donc notre invité Formlabs et on mettra en avant donc les technologies qui ont été développées par ce fabricant. On parlera en premier temps de la technologie poudre, technologie SLS, que François nous détaillera dans son fonctionnement et de l'apport de Formlabs sur cette technologie. On enchaînera également avec la technologie résine, donc SLA, pour voir aussi l'intérêt de cette technologie. On terminera bien sûr par un temps questions-réponses. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions, vos retours et vos remarques, qu'on se fera un plaisir de traiter en fin de session. Je vous propose de commencer tout de suite déjà en introduisant la marque Formlabs avec Xavier. Xavier, je te laisse la parole. Merci, Florian. Donc, bonjour à tous. Donc, oui, moi, je suis Xavier Tressel, je travaille pour la société Formlabs. Je suis chez Formlabs, un channel manager. Donc, Formlabs, tout le monde déjà connaît de nom. Donc, le but, c'est pas que je passe un quart d'heure à vous expliquer qui est Formlabs. Mais en quelques mots, Formlabs, donc, constructeur de machines d'impression 3D, mais pas que. On conçoit aussi des logiciels et d'appareils connexes à l'impression 3D. On en verra plus tard par la suite lesquels. Donc voilà, on développe deux technologies en termes de machines que sont la stéréolithographie avec les formes 3B, forme 3+, forme 3L, associées avec des accessoires comme les formes WashCure et des catégories L. Et ensuite, une autre technologie qui est la SLS, donc freitage sélectif par laser en poudre avec la Fuse One et maintenant la Fuse One Plus avec un laser 30 watts, avec là aussi un accessoire, la SIFT, associé avec la Fuse One Plus. Donc en termes de quelques chiffres, Formlab, c'est plus de 300 distributeurs dans le monde, plus de 100 000 imprimantes vendues. En termes de matière, plus de 35 matières développées sur la SLA et sur la SLS. On en parlera un peu par la suite. Et plus de 700 employés et entreprise créée en 2011, dont le premier produit est sorti en 2012 avec la forme 1 exactement. Super. Voilà. Tu nous en parleras un peu plus justement, on reviendra sur l'évolution de la gamme SLA Mhm. qui est aussi une très belle histoire. Du coup, aussi, chez Formlab, c'est une grande richesse de matériaux. Tu peux peut-être nous en dire davantage? Oui, comme je disais un peu en préambule, là, donc c'est plus de 30 résines, 35 exactement en termes de résine, et en poudre, on a 5-6 matériaux maintenant. Donc, on va vraiment des résines générales un peu passe-partout, comme la draft et la grès notamment, à des résines aussi techniques que sont la DICA, les ESD, les TOF ou autres, donc des résines très spécifiques pour des applications bien spécifiques aussi. On est notamment aussi bien connu dans le domaine dentaire, pour tout ce qui est activité, avec notamment faire des eyeliners ou des prothèses. Donc voilà, le réseau dentaire aussi, un bon marché pour Formlabs. On a aussi deux, trois résines sur la partie casting, donc ce que j'appelle la violette et la grise, mais ce sont deux types de résines qui permettent de faire donc, du castable et des résines médicales. On verra par la suite qu'on a sorti une nouvelle résine qui s'appelle la Biomède, où là, ça répond à des ISO médicales donc vous pouvez utiliser lors de guides chirurgicaux ou autres. Et en termes de poudre SLS, pardon, on a donc tout ce qui est le basique, hein, les PA12, les PA11, chargés ou non chargés, avec notre tout dernier qui est le TPU, dont je parlerai un peu plus tard. Voilà pour les Merci matières. Xavier. Alors du coup, pour revenir effectivement sur ce partenariat avec Formlabs, qui est aussi lié à une expérience de 15 ans en tant qu'intégrateur dans l'impression 3D chez F3DF, on a sélectionné la marque Formlabs pour son accessibilité et la technique qui est proposée. Donc, ce sont des technologies qu'on intègre aujourd'hui auprès de nos clients qui sont présentes dans l'ensemble de nos showrooms. Pour rappel, donc F3DF intervient sur l'ensemble de la chaîne numérique avec la partie conception et préparation à la fabrication. Donc, nous travaillons main dans la main avec Formlabs pour vous permettre d'intégrer ces technologies avec toutes les phases importantes d'études de faisabilité, validation des applications en amont de l'intégration de la technologie, et puis de manière très opérationnelle au sein de vos activités en vous permettant d'installer, de former les équipes à une bonne utilisation des machines et aussi dans le temps avoir avec un support dédié pour pouvoir vous accompagner à la fois sur l'utilisation courante des machines, mais aussi sur vos développements et vos marchés spécifiques. Du coup, l'ensemble de formations sont
sont 100% pris en charge et en tout cas éligibles aux prises en charge via les budgets de formation des entreprises ou les CPF. Du coup, je propose de passer la parole à François pour nous parler un peu plus du marché de l'impression 3D. Merci Florian. Je vous ai mis cette slide-là juste pour rappeler un petit peu dans quelle direction va le marché. Pour rappel, on a quand même trois grandes catégories qui représentent un petit peu les trois états de la matière qu'on va imprimer, hein. La matière liquide avec le SLA, la matière plutôt sous forme de poudre avec le frittage de poudre, donc SLS, et enfin la matière plutôt solide, qui peut être sous forme de barrette ou sous forme de filament, avec l'extrusion de matière, voire même parfois un petit peu sous forme de pipette aussi. Euh, on a en gros ces trois grandes catégories de machines. Là, c'est plutôt sur la partie polymère, hein. Je ne vais pas aborder la partie métallique ici. Ce qu'on remarque en tout cas principalement, c'est qu'il n'y a pas de technologie ou de catégorie de technologie qui prennent le pas sur les autres et que toutes ces technologies se développent extrêmement vite, peu importe peu importe la famille auquel elles appartiennent. Elles se développent sous trois dimensions que je présente ici au milieu. La première, ce qu'on se rend compte, c'est que le client a besoin d'avoir une machine qui répond au plus d'utilisations possible. Alors déjà, l'impression 3D permet de répondre à pas mal d'utilisations, mais maintenant, on veut avoir potentiellement des volumes plus importants pour se dire, bah, moi, je veux être prêt à passer des grosses pièces ou des petites pièces. Ce qu'on remarque aussi, c'est que on a que des volumes plus importants, mais dans l'évolution du marché, c'est qu'on garde quand même des précisions qui sont tout à fait bonnes et qui étaient en fait les précisions qu'on avait il y a 4-5 ans sur des petites machines. Et donc là, maintenant, vraiment, on augmente en volume, mais on garde quand même une très bonne précision de pièces. Et donc ça, c'est une évolution du marché intéressante. Là, je vous ai vu la forme 3L de Formlabs, mais ça peut aussi être d'autres typologies de machines. Enfin, la deuxième demande du marché, c'est que jusqu'à présent, l'image qu'on a l'impression 3D, c'était plutôt du prototype, la toute petite série. Et là, vraiment, en fait, une fois qu'on a une machine et qu'on fait des pièces dédiées et qu'on ne peut que faire sur cette machine et qu'on a besoin de faire beaucoup de pièces, mine de rien, il y a quand même une demande derrière. Et donc, les fabricants s'en rendent compte. Et donc, c'est pour ça qu'on propose maintenant de plus en plus d'éléments pour aider à la production. Ça peut être de l'automatisation, ça peut être une impression plus rapide. Voilà, ça peut être tout un système qui permet de produire plus vite, de produire en plus grosse quantité, avec si possible aussi le moins d'intervention humaine possible pour réduire les coûts d'impression. Et enfin, le dernier, justement, pour aider dans cette direction-là, on veut de moins en moins se mettre la main à la pâte aussi. Et donc, c'est pour ça que les fabricants proposent non pas seulement une technologie et puis après, débrouillez-vous. C'est une technologie avec tout ce qui va derrière et avec toutes les post-process qu'on pourrait avoir derrière, le plus cadré possible, le plus sécurisé possible. Donc, ça peut être pour de la poudre, tout ce qui est dépoudrage, aspiration, dépoudrage, traitement de la poudre et même microbillage, ou ça peut être pour de la résine, typiquement le nettoyage, le passage au traitement UV, qui se fait de manière de plus en plus automatisée. En tout cas, les machines viennent aider à trouver les bonnes recettes de plus en plus vite. Et enfin, une autre évolution du marché. Jusqu'à présent, on avait certaines catégories de machines. On se rendait compte, par exemple, le SLA, on disait, bah, c'est plus pour les pièces de proto, elles sont fragiles. Bah, en fait, c'est moins vrai maintenant, parce qu'on a de nouveaux matériaux qui débarquent et de plus en plus de matériaux. Et donc là, qui peuvent être aussi extrêmement solides, qui peuvent s'approcher de la souplesse du PP injecté. Voilà, on a plein de matériaux qui répondent à de plus en plus de demandes du marché. Donc voilà, c'est un petit peu les grandes évolutions. Il faut plus dire maintenant, le SLA, c'est que pour des pièces qui sont très fragiles, peut-être transparentes, mais qui vont pas durer dans le temps. Et ben, c'est beaucoup moins vrai maintenant. On a des pièces, typiquement pour des moules d'injection. Pareil pour le STS, on fait même des pièces esthétiques qui sont très intéressantes. Enfin voilà, on a des applications qui sont de plus en plus présentes. Voilà, merci Merci pour cette François. Du partie-là. coup, c'est vrai que on voit les frontières entre les différentes technologies ne sont plus aussi claires qu'avant et on Mm. a une belle panoplie de technologies pour répondre à différentes applications. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on va commencer par la technologie donc de frittage de poudre, qu'on nomme SLS. Donc, je vais te laisser encore la parole pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette technologie. Merci. Donc là, ici, je vous présente la technologie Fuse One de Formlabs, qui est leur première technologie SLS. Cette technologie, euh, c'est extrêmement bien vendu. Pourquoi? Parce que on a euh, une petite machine avec un petit volume qui correspond finalement à une grosse application de demande et du coup qui permet aussi de tirer les coûts vers le bas.
On a aussi une très bonne productivité, c'est ça qui est intéressant. Donc l'idée vraiment du SLS, hein, c'est de se dire, je veux pouvoir gérer le plus facilement les poudres et je veux pouvoir surtout produire des pièces sans trop me poser de questions par rapport au positionnement des pièces dans le volume d'impression. Et ça, moins on se pose de questions sur le volume des pièces dans le volume d'impression, enfin, sur le positionnement des pièces dans le volume d'impression, plus la machine est de qualité, puisque c'est-à-dire plus elle gère l'aspect thermique de construction des pièces. Et donc là, c'est très intéressant avec cette machine-là, c'est qu'effectivement, on est vraiment accompagné avec le logiciel et on a une machine qui gère tout à fait bien cet aspect thermique lors de l'impression des pièces. Et enfin, vraiment un point important aussi, c'est de se dire la manipulation de notre poudre est de plus en plus sécurisée. Ça, on le voit avec notamment toute la chaîne qui est après la machine, justement pour la gestion des poudres de manière de plus en plus sécurisée. On le verra, on voit justement un peu mieux dans le slide d'après, Florian, où là, justement, on a une gestion de poudre. Donc, on a une machine qui imprime correctement des pièces, mais un accompagnement logiciel en amont et un accompagnement post-impression qui est intéressant avec, du coup, une machine qui va automatiquement tamiser, qui va proposer un mixage des poudres entre neuves et usagées de manière automatisée. Et puis après, on peut recharger la poudre avec un minimum de contact entre la personne et la poudre. Alors bien sûr, au moment du dépoudrage, là, pour l'instant, c'est un peu inévitable. Il faut quand même mettre la main à la pâte, mais on a tout un flux d'air qui est géré. Donc c'est là où c'est assez intéressant. Et puis même pendant l'impression, souvent on peut avoir des déchets de poudre, hein, parce que quand on étale la poudre couche par couche, et qu'il y aura sur certaines machines des trop pleins de poudre qui, du coup, ben, récupèrent la poudre. Donc, à la fin, on a utilisé la poudre du volume plus le poudre du trop plein. Et donc, là, ce qui est intéressant, par exemple, sur cette techno-là, c'est que ben, la poudre en trop est récupérée pour être posée à la couche suivante. Donc, en fait, on a une économie de poudre intéressante qui permet, du coup, de produire un peu plus et surtout que ça coûte un peu moins cher. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça qui est dans cette technologie très compacte. Et c'est vrai que nous, voilà, on l'utilise assez régulièrement, même très régulièrement. Et puis on l'installe souvent sur des clients qui du coup l'utilisent pour beaucoup de pièces, des validations, sur pas mal d'applications et finalement sur pas mal de matériaux aussi. Les matériaux qu'on a ici, on a donc du nylon 12 chargé, on a du nylon 11, donc on a du chargé carbone aussi en nylon 11. Les plus utilisés restent quand même le nylon 11 et le nylon 12 sur ces machines-là, qui sont un peu les matériaux classiques. Un nylon 11 plutôt pour apporter un peu de la souplesse, nylon 12 plutôt de la rigidité sur les pièces. Et puis à chaque fois, quand on met des charges, c'est pour avoir un peu plus de rigidité encore, pour répondre davantage à des contraintes mécaniques. Mais il n'y a pas que ça comme matériaux, et Xavier va nous introduire juste après les nouveautés Oui, qui ont lieu à cette tout technologie. à fait. Donc là, dans les dernières nouveautés Formlabs, on a aussi l'arrivée d'un nouveau matériau qui est le TPU. Donc là, c'est aussi un matériau qui était attendu pour euh, son, son côté souple, justement, pour pouvoir faire des pièces finales flexibles et aussi l'intérêt pour pouvoir travailler sur des applications, notamment de l'orthopédie avec euh, tout ce qui peut être contact peau, notamment. Donc voilà, c'est un ensemble de caractéristiques qui fait que le TPU était une matière aussi attendue et complémentaire et qu'on retrouve maintenant dans la gamme des matériaux de la Fuse. Oui, effectivement, c'est un matériau, pardon, enfin, c'est un matériau qu'on a sorti tout début avril. Donc voilà, avec des taux de recyclabilité de 80-20, ce qui permet que réinjecter que 20% de poudre neuve, comme disait François tout à l'heure, et ben, la réinjection de poudre neuve, c'est très important dans les calculs des pièces. Ça va vraiment dans l'objectif d'aller faire la production de pièces série. Et l'intérêt d'avoir ce type de matière, c'est qu'avec, on peut voir là, vous avez l'exemple de la tisse, mais avec des designs complètement différents, on peut avoir des propriétés de souplesse complètement différentes et on peut toucher un large éventail d'applications, que ce soit des joints, des masques, des courroies, des bouchons, et notamment beaucoup utilisé dans la prothèse et l'orthèse, et notamment dans le domaine de la semelle, le TPU est très utilisé. Donc, on peut voir que ce matériau est vraiment très attendu sur le marché et on a enfin pu le sortir pour pouvoir répondre aux besoins de nos partenaires, tout simplement. Merci. Merci Xavier. Du coup, je vous propose de continuer avec un retour d'expérience terrain. On a pour ça la chance de recevoir Martin Certin-Bresson. Martin, je vais te laisser la parole pour nous présenter l'entreprise pour laquelle tu travailles et les applications courantes que tu as sur ces technologies. Oui, merci Florian. Donc Martin Certin-Bresson, moi je travaille dans la société 3D Reality. Donc je charge la partie technique chez 3D Reality. Donc notre activité, c'est principalement de la fabrication additive. Donc on maîtrise la technologie FDM, donc le dépôt de fil dont parlait François, la technologie SLA, donc les résines, et la technologie SLS, donc les poudres.
On a également, en complément de cette activité de production, une partie modélisation, donc avec de la CAO, du rendu 3D, du générative design et de la numérisation, c'est-à-dire l'acquisition d'images à partir d'un modèle existant, donc soit via scan 3D, soit avec de la rétroconception un peu plus à l'ancienne, entre guillemets. Et donc, toutes ces activités nous permettent aussi, oui, euh, juste pour finir sur la slide d'avant, on utilise beaucoup aussi la fabrication additive comme outillage pour d'autres moyens de fabrication, comme l'injection, la coulée silicone, le thermoformage, ou même d'autres types de moyens de fabrication. Donc là, je vais vous présenter un cas un peu type de demande. Donc l'objectif, c'est de produire des pièces diverses, donc des demandes clients, tout en maîtrisant le coût et bien sûr les délais. Nous, donc on utilise la Fuse One Plus, et pour les raisons qui nous ont poussé à la choisir finalement, c'est que pour nous, c'était la machine SLS qui était, disons, au prix juste. L'investissement initial comparé à d'autres machines de la même technologie est très raisonnable. On a également un volume d'impression que nous, on estime optimal dans le sens où il est ni trop grand. Donc, un volume d'impression grand permet de faire des grandes pièces, donc ça va de soi. Par contre, on a des contraintes comme le taux de remplissage. Donc, plus le volume est grand, plus il faut avoir des pièces pour pouvoir lancer une production pour qu'elle soit rentable. Et donc ça peut être un vrai frein. Et à l'inverse, sur une machine beaucoup plus petite, on peut la lancer plus facilement, mais par contre, bah forcément, on peut mettre des pièces beaucoup plus petites et donc on peut être limité par les dimensions. Ensuite, la machine, donc la Fuse, pardon, on trouve qu'elle est vraiment robuste dans le sens où quand on lance une production, on sait que ça va sortir, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres machines qui peuvent être un peu capricieuses. Et puis surtout, comme disait François également, elle est bien conçue, on a très peu de pertes de poudre en production ou des petites choses comme ça en fait qui ont leur importance. Euh, Ensuite, elle fait partie de toute un interface Formlabs, puisque Formlabs développe le logiciel, les matériaux et la machine. Ce qui fait qu'en fait, l'utilisation de la machine est vraiment très intuitive et va à l'essentiel. C'est-à-dire que si on veut lancer un nouveau matériau, on n'a pas à faire des dizaines et des dizaines d'itérations pour trouver le bon réglage. En fait, on met la pièce, on sélectionne finalement seulement son orientation, et puis en fait, on peut lancer la production. Donc ça, c'est vraiment très appréciable sur la fiabilité, le respect des délais. Euh, et enfin, en termes de caractéristiques mécaniques, on a fait des comparaisons avec d'autres pièces imprimées sur des machines d'autres marques et souvent beaucoup plus onéreuses. Et finalement, les résultats mécaniques sont très très bons comparés à ces autres machines. Voilà. Et ben, je laisse la main pour la technologie, c'est là. Merci Martin pour ce retour d'expérience. François, du coup, toujours dans la même optique de productivité, l'idée c'est peut-être de changer un petit peu là, de regard et d'aller voir aussi ce qui se passe côté des technologies résine, comme tu l'expliquais, qui a été jusqu'à maintenant un peu cantonné au prototypage. Donc là, j'imagine qu'il y a eu pas mal d'évolutions et je te laisse la main pour nous présenter tout ça. Merci. Je vais juste faire un rapide rappel du coup sur l'historique des technologies résine et c'est intéressant parce qu'on voit que ça suit un peu le marché, hein. On a démarré du coup, enfin, Formlabs a démarré du coup par la forme 1, puis la forme 2, et donc à chaque fois on a eu finalement non pas une augmentation du volume, mais finalement une augmentation de la précision et de la fiabilité de la machine. Donc ça, c'est ça qui était intéressant. Et en fait, on se rend compte, donc après, on veut de la fiabilité, mais toutes les pièces ne rentrent pas. Hop. Et à ce moment-là, on propose quelque chose d'un peu plus gros pour répondre justement à ce volume d'impression et à cette demande du coup de grandes pièces. Voilà. Et ensuite, la marque continue d'évoluer, mais cette fois bah, par rapport à la demande qui tire aussi le marché de la résine, c'est quand même le médical et notamment le dentaire, mais pas que, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des machines dédiées médicales avec des matériaux spécifiques qui sont du coup validés pour le médical et qui évitent de pourraient transmettre des particules aux pièces. Et donc, c'est pour ça qu'on a les formes 3B ou B+, donc les empreintes blanches qui sont dédiées pour le coup avec des paramètres médicaux pour les matériaux médicaux aussi. Et enfin, la petite dernière qui est arrivée, donc par rapport à la demande non pas de taille, mais plutôt de production, c'est la forme auto en 2023, donc cette année qui est sortie et qu'on a du coup chez nous justement pour les productions de pièces.
et que je vais vous introduire maintenant dans les slides suivantes, qui s'appelle donc la forme auto. Donc, va vers l'automatisation de la production. Donc là, ici, on a une armoire avec des imprimantes forme 3, donc c'est adapté à la forme 3, et on peut positionner donc ce système-là qui va récupérer les pièces. Alors justement, dans le slide suivant, il y a un peu plus de détails techniques. Ici, vous voyez, vous avez donc la machine qui est positionnée à l'arrière. Cette machine est sur un appui rotatif, donc c'est-à-dire que on peut la tourner vers nous pour récupérer éventuellement une pièce ou faire des réglages, changer des matériaux, par exemple, pour le bac d'impression. Mais après, on la retourne dans l'axe de la récupération automatique des pièces. Et donc là, on a cette machine du coup, qui va se positionner devant. Donc, il faut prévoir l'espace devant, bien sûr, avec tout un système qui va aller chercher les pièces, on verra ça juste après, et qui va les laisser tomber dans le panier qui est là. OK. L'intérêt, cette optimisation a pu être faite grâce aussi à la mise en place de plateaux souples, qui sont donc déformables, un peu comme en FDM. Pour ceux qui utilisent la FDM, on prend les pièces, on prend les plateaux, on déforme le plateau, donc la pièce se décolle. Ben, c'est exactement le même principe pour la SLA. On va du coup déformer le plateau pour que la pièce tombe automatiquement. Quelques contraintes quand même. Du coup, forcément, il faut penser il faut quand même qu'il y ait une surface minimale de pièces sur le plateau pour que quand le plateau se déforme, la pièce tombe. Il y a quand même une certaine validation là. Et on a aussi une validation, certaines hauteurs de pièces qu'il faut respecter. OK. Donc là, on va vraiment vers la production et vous a fait une petite vidéo justement pour vous expliquer comment est-ce que se déroule un cycle de récupération de pièces. Donc là, ici, on voit que le capot qui protège la machine se lève automatiquement. Donc là, il est relevé. On a donc l'automation system qui va avancer au niveau du plateau d'impression, qui va du coup activer les leviers pour déformer le plateau souple. Donc là, on voit bien, il fait donc plusieurs essais. On a un capteur de force qui définit quelle force on détecte quand il n'y a pas de pièce sur le plateau. Et s'il en reste, eh bien, il continue de faire ces essais-là un certain nombre de cycles. D'accord. Donc là, une fois que c'est fait, la pièce est tombée dans un petit réceptacle. Donc là, on la voit au fond. L'ensemble de la boîte se décale au-dessus du panier. Et ensuite, on a les mâchoires qui vont s'ouvrir pour laisser tomber la pièce dans le panier. Voilà. Donc, c'est un système finalement très simple, entre guillemets, mais finalement qui permet de manière très intelligente de récupérer les pièces, sachant que, évidemment, une fois que la pièce est tombée, le capot de la machine se referme et on enchaîne sur la production suivante. Donc là, pour le coup, récupération de pièces et enchaînement de prod qui se fait sans l'intervention humaine. Alors, il ne faut pas du coup que la machine pour réussir ça. Il y a aussi deux éléments qui sont primordiaux. Le premier, c'est ce qu'il appelle la fleet control. C'est donc la partie donc, liée à Préform, le logiciel de préparation. C'est une partie qui va gérer la production. Jusqu'à présent, on avait plutôt l'historique des productions. Maintenant, on peut prévoir, planifier les productions, les répéter un nombre de fois défini. On a ce qu'on appelle une file d'attente avec toutes les productions qui sont en attente. Et donc là, elles vont se lancer de manière automatique sur la machine. On peut lancer une machine à distance et du coup vérifier à ce moment-là la récupération de toutes les pièces. Donc ça, c'est très important. Ça permet surtout de bien planifier quelle tâche va à quelle machine. Voilà. On a aussi évidemment tout l'historique d'utilisation des matériaux, l'historique de qui a lancé la pièce, du type de pièce, enfin, voilà, toutes ces réussites aussi d'impression. On va avoir toutes ces informations-là grâce à la gestion de la production. Et enfin, un autre élément qui va sortir du coup en septembre 2023, ça va être du coup forcément l'apport de matière. Jusqu'à présent, on était sur des cartouches d'1 litre qu'on rentrait à l'arrière de la machine. Évidemment, quand on fait la production comme ça, on peut plus se permettre d'avoir une cartouche d'1 litre. Il faut avoir du coup un plus gros réservoir de résine pour ne pas avoir à changer tout le temps la résine après les productions. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir du coup un système qui va être mis en place avec un rechargement automatique de la surface avec des réservoirs de 5. Voilà. Tout ça, toutes ces optimisations permettent d'avoir quand même des résultats concrets sur le gain de temps. On a du coup évidemment une diminution des coûts de pièces qui sont finalement directement liés au temps humain. Donc réduction de la manœuvre de 80%. Pourquoi? Parce que toute la partie récupération, avant, on prenait une petite spatule, peut-être même un petit marteau pour très légèrement créer une vibration, sortir la pièce. Et bien là, pour le coup, hop, c'est tout se fait automatiquement. On n'a plus qu'à récupérer un panier plein de pièces. Et donc là, on va gagner du temps. D'accord? On va donc augmenter évidemment la productivité. Pourquoi? Parce que si on a une prod, on peut la lancer pour la nuit, on peut même relancer une prod au milieu de la nuit, c'est pas gênant finalement, puisque ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de dédier quelqu'un qui sera là à côté de la machine. On a évidemment une réduction des déchets d'emballage. Quand on va passer sur des plus gros volumes de résine, on aura donc moins de déchets autour de cet élément-là. Et donc, effectivement, vous avez donc
plus de possibilités de produire et donc vous augmentez vos rendements finalement total d'impression. Voilà. Donc c'est vraiment tout ça. Là, on pense vraiment plus production. Bien sûr, après le nettoyage des pièces reste à faire. Par contre, comme on a un panier, il suffit juste de mettre le panier complet de toutes les pièces à nettoyer. Donc pareil, c'est un gain de temps. On n'a pas besoin de faire pour chacune des pièces petit à petit. Et c'est là aussi on va gagner beaucoup de temps. Et du coup, donc pour juste bien confirmer, François, tous les détenteurs d'imprimantes actuelles de forme 3 ou forme 3+, ou forme 3B peuvent ajouter ce système pour améliorer leur productivité. Tout à fait. Alors du coup, Martin, merci encore pour ce second témoignage. Tu as eu l'occasion d'utiliser le Automation System. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur des cas concrets? Alors effectivement, nous on attendait avec impatience justement l'automation system qu'on a eu en début d'année, pour la simple et bonne raison qu'on a un parc de machines, Formlabs, mais la problématique c'est de les faire tourner le plus possible. Et c'est pas forcément le cas comme le cas que je vais vous présenter ici, où donc forcément, comme toutes les entreprises, on cherche à réduire nos coûts et augmenter notre réactivité. Ici, on a un besoin client donc, qui nous demande une trentaine de pièces qui sont, je dis bien, différentes par jour et dont il a besoin sous un délai de 24-48 heures. Jusqu'à présent, donc, cette commande de 30 pièces, on devait lancer 6 productions de 1h20. Donc là, vous pouvez voir un exemple. Puisque les pièces sont basses, elles s'impriment très vite, mais elles prennent toute la surface du plateau. Donc en une journée, on pouvait produire 7 heures entrecoupées en 6 parties. Donc on avait un temps humain d'une quinzaine de minutes pour le nettoyage des pièces, mais également 6 fois 5 minutes pour lancer la production et la récupérer. Aujourd'hui, on a le même temps de production qui est de 7 heures, mais qui est incompressible sur la forme auto. Par contre, le temps humain est réduit. Donc les 15 minutes de nettoyage, on les a toujours. Par contre, on a un seul lancement de production et une seule évacuation du bac à la fin. Donc on dégaine déjà 25 minutes ici sur la journée, sur une machine. Donc ce gain, on l'a calculé, revient à peu près une soixantaine d'heures de main-d'œuvre. Donc pour une machine, soit environ 3 000 € avec nos coûts de main-d'œuvre. Et on a aussi l'avantage d'avoir une machine qui est plus disponible, puisque, admettons que là, cette production que je devais faire en 6 fois, si pendant la pause de midi, je ne relance pas la machine, je me retrouve avec une production que je ne vais pas pouvoir lancer avant de partir le soir. Et donc, on va prendre 12 heures, enfin une nuit, donc presque une journée de délai supplémentaire. Alors que avec la forme auto, on va pouvoir lancer la production le soir avant de partir. Le lendemain, on revient, tout est prêt et on peut lancer une autre production pendant la journée. Et enfin, il y a un autre avantage non négligeable finalement, c'est de se libérer l'esprit pour la personne qui gère l'atelier de fabrication, qui n'a pas à être dérangée toutes les 1h20 pour relancer une production. Donc c'était vraiment une solution qui nous apporte énormément. Tu peux passer à la suivante, Florian. Et donc là, on a un deuxième cas donc, qui a plus tourné production d'une pièce en série, donc toujours dans l'objectif de réduire les coûts. Mais là, la problématique qu'on avait, c'était d'avoir une productivité, de pouvoir livrer le plus tôt possible, disons. Donc cette production ici, comme vous voyez sur l'encadré, met 9 heures à produire. Donc on a 9 pièces. 9 heures, finalement, c'est plus qu'une journée de travail. Donc on peut produire ces 9 pièces une fois par jour. Donc en 24 heures, 9 pièces. En une semaine, 5 pièces, enfin 5 fois 9 pièces, pardon. Ce qui nous fait pour nos 250 pièces un délai de production de 6 semaines sur une machine. Avec la forme auto, on a donc une production en continu et donc sur 24 heures, on peut produire 2,5 fois nos pièces. Ce qui nous amène à une production pour nos 250 pièces de 2,5 semaines, puisqu'on peut ici produire 17 productions par semaine contre 5 par semaine avec une machine standard. Donc vous voyez qu'on divise par plus de 2, donc là on est à 2,5. Selon les typologies de pièces, ça peut être plus ou moins, mais on a un vrai gain de productivité avec nos machines. Voilà. Oui, merci. C'est tout pour la C'est très présentation. clair, hein, c'est assez impactant. Merci pour ce retour. Du coup, c'est vrai que cette dernière machine donc, est maintenant disponible. Alors, ça fait partie des dernières nouveautés Formlabs. Xavier, peut-être que tu as encore d'autres choses à nous annoncer, parce qu'on va de surprise en surprise.
On est toujours constamment dans l'innovation chez Formlabs. François a très bien souligné tout à l'heure dans le slide, de la forme 1 jusqu'au forme 3 et même jusqu'à la Fuse. Donc, ça s'inscrit totalement dans cette idée d'innovation perpétuelle et d'aller dans la fabrication de pièces série. Et notamment l'automatisation fait partie. Mais l'automatisation, pardon, ça s'accompagne de développement de produits spécifiques, notamment des buts de plateforme qui sont, euh, qui sont souples, dirons-nous. On l'a fait sur le 3. Donc là, nous allons la sortir sur la 3L. Donc voilà, sur la 3L, maintenant, vous pouvez commander votre build platform, ce qu'on appelle V2, sur la 3L, qui vous permet donc de pouvoir retirer les pièces beaucoup plus facilement en venant tordre la petite plaque de métal qui est juste au-dessus. Et ça permet de ne plus utiliser un outil pour décoller les pièces. On sait très bien que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être parfois compliqué. On peut abîmer la plateforme. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose de quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus productif. Donc voilà cette innovation-là en termes de fabrication de pièces. Après, on est toujours en constante innovation, notamment sur les matières. Merci Florian. Donc voilà, on a sorti il y a un peu plus de 2 semaines maintenant la résine inifugée. Inifugée, c'est-à-dire qui résiste au feu, tout simplement. Cette résine-là, elle a les certifications UL 94 V0. V0, ça veut dire que c'est une résine auto-extinguible. Donc, ça permet de répondre à des applications dans le domaine automobile, dans le domaine ferroviaire. Voilà, ce sont des applications très spécifiques. On parlait de production de pièces série, mais la production de pièces série, ça s'accompagne de développement applicatif. Et pour développer de l'application, eh ben, il faut le triptyque matière, design et machine. Et en ayant ces trois, on va dire, facteurs-là, on peut développer l'application et ensuite fabriquer des pièces. Donc voilà, nous, on a développé cette résine-là pour se lancer, on va dire, dans la production de pièces série dans le domaine ferroviaire ou aéronautique, notamment. Très bien, bah, on a hâte de tester ça aussi et de vous faire un retour d'expérience prochainement. Je vous invite aussi à nous, lors de la session questions, je vous partagerai un lien, mais si vous souhaitez recevoir des échantillons sur ces nouveaux matériaux ou tester ces applications, on sera un plaisir de vous accompagner sur vos projets. Avant de passer peut-être sur d'autres aspects, il me semble qu'il y a une petite nouveauté qu'on n'a pas encore intégrée, mais que tu voulais nous parler sur la partie matériaux médicaux. Médical, exactement. Nous avons lancé il y a un peu moins d'une semaine maintenant une nouvelle résine. Donc, c'est une nouvelle résine, et c'est là sur la partie médicale, ce qu'on appelle la Biomed. Donc, c'est une résine qui va permettre d'utiliser sur les formes 3B, parce que la forme 3B est spécifiquement développée pour la partie médicale. Donc, cette résine-là est certifiée et peut être utilisée dans le corps humain pour tout ce qui est guides chirurgicaux. Donc, ça, vraiment, dans la fabrication de pièces utilisables et dans le développement de nouvelles résines. Voilà. Donc, oui, cette résine-là est disponible depuis un peu plus d'une semaine. Voilà. Parfait, merci Xavier. Du coup, pour rentrer aussi pour l'aspect un peu plus concret, pour savoir aussi quel budget il faut compter pour ce type de projet. Donc là, bon, de manière assez simple, on a l'ensemble de la gamme. On voit qu'aujourd'hui, une forme 3 plus, il faut compter un budget de démarrage pour la machine de 3 700 €. L'ajout de l'automation system qui peut se faire sur un équipement déjà en place, donc de 3 389 € hors taxe pour cette partie-là. Rappel également sur la forme 3L qui me semble effectivement a même baissé cette année en termes de prix à 8 999 €. Et la Fuse à partir de 25 000 €. Voilà, bien sûr, on pourra ajouter tout autour de ça l'écosystème et les accessoires qu'on a mentionnés. Du coup, à savoir que jusqu'au 30 juin, pour toutes les personnes qui souhaitent intégrer l'impression 3D dans leur activité, F3DF vous accompagne sur ces sujets-là avec une offre qui vous permet d'avoir vos consommables offerts et un service de formation et d'installation également offert lors de votre investissement, de manière à ce que vous puissiez utiliser au mieux ces technologies en étant accompagné avec les équipes, notamment l'équipe de François qui intervient et qui accompagne et intègre ces technologies au quotidien. Du coup, je vous propose de passer à une session de questions-réponses. On a évoqué beaucoup de sujets. Vous avez une petite zone Q&A qui apparaît dans votre environnement. Allez-y, on reste avec vous encore pendant quelques minutes pour traiter, balayer tous les points que vous souhaitez poser à l'équipe F3DF ou à 3D Reality, utilisateurs des technologies au quotidien, ainsi que Xavier Tressel de l'équipe Formlabs. Alors, on a déjà quelques questions qui sont apparues. Alors, du coup, la question était sur la partie résine V0.
à savoir, est-ce que pour l'instant, ces résines sont compatibles sur les formes 3 et forme 3L? Oui, ces résines sont compatibles sur les formes 3 et forme 3L. OK. Alors, on a aussi des questions sur des personnes qui ont des machines forme 3B. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'utiliser des résines techniques également? Alors, c'est un Euh, point peut-être que Alors, j'ai pas totalement la réponse question. là-dessus. Je pense que c'est plutôt des résines médicales, donc je pense pas qu'on pourra mettre de la DICA sur les formes 3B ou d'autres résines techniques. Je me renseignerai, mais je pense pas. Ben, très bien, on va revenir vers vous avec ce point-là. Donc, c'est Louis qui posait la question. On a aussi une question sur les plateformes Oui, elles sont disponibles V2. avec oui, elles sont disponibles avec les 3B, effectivement. Oui. Ok, parfait. Donc, bah, déjà, c'est trop bien. Oui, tac. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas d'autres questions qui sont apparues? Si, parfait. Ah oui, très bonne question. Alors là, on va un peu dans le futur. Est-ce qu'on peut imaginer que Formlabs propose ce système donc d'automatisation qu'on a vu appliqué pour la forme 3 pour le grand format? Alors, j'espère. Pour l'instant, je n'ai aucune visibilité là-dessus. J'espère que ce sera fait. J'espère qu'on y travaille. Mais pour l'instant, je ne vois pas de produit sortir Il n'y a pas comme la d'annonce. forme auto sur 3L. Pour l'instant, j'ai pas d'annonce à faire. Non, non, c'est pas, pour l'instant, c'est pas dans les petits papiers, mais je suppose qu'à la R&D, où on regarde constamment ce genre de choses, je pense que ça doit être dans leur tête. Mais là, je peux pas confirmer quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Après, j'imagine que le système automation vient d'être lancé déjà, donc les choses vont peut-être prendre un peu plus de temps. Du coup, on voit aussi d'autres questions qui apparaissent. Alors, merci pour vos questions. Alors, les résines biomèdes. Alors, Xavier, est-ce que tu peux peut-être nous repréciser? Donc, tu parlais de normes ISO pour les dernières résines biomèdes Ouais, il y a et quelles sont les tout ce qui est, possibilités? tout ce qui est contact au corps humain. Donc, ça doit être l'ISO 1993, je crois. Donc, celle-là, elle est. Donc, après, il y a la cytotoxicité, pardon, je vais y arriver, qui est bonne. Et après, il y a le terme de durée de vie dans le corps. Donc, on a passé différents types de grades. Je n'ai pas tous les grades que l'on a passés. Et après, si vous l'utilisez vous pour une application spécifique, ça sera quand même toujours au partenaire de développer et de, on va dire, faire passer l'ISO au produit qu'il veut utiliser. Mais on a déjà passé effectivement ces ISO-là. Après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'ISO 13495 pour être implantable? On n'est pas encore allé jusque-là. Mais au moins, on a l'ISO 10993. Parfait. Alors, du coup, dans la gamme donc biomède, il existe différentes couleurs, différents matériaux. Oui, on a la Biomède Clear, effectivement, qui est, elle, plus ancienne que la toute nouvelle Biomède, où effectivement, on a de la résine transparente. Donc là, c'était la question, existe-t-elle en transparente? En effet, oui, c'est le cas avec la biomède Clear. Oui. Alors, du coup, parfait. Alors, quelle est la taille minimale des pièces pouvant être alors, je ne sais pas si c'est tout à fait injectées avec une plateforme souple. Alors, éjectée, pardon. Ouais, injecté. J'allais dire injectée, oui, on Euh, n'en est pas là. ouais. Quand vous faites des pièces avec la plateforme souple, il faut bien penser au sens de torsion du plateau souple. D'accord? Lui, il va se tordre donc, suivant l'axe X. D'accord? Donc, si vous avez une pièce un peu en longueur, ne la mettez surtout pas sur l'axe Y, mais plutôt sur l'axe X pour que la partie longue soit dans le sens de la déformation du plateau pour qu'il y ait des chances de décollement. Ok? Donc, en fait, quand on parle de taille minimum, ça va être du coup par rapport à cet axe X. Et en général, en dessous de 20 mm de taille de pièce, c'est plutôt à valider de votre côté pour être sûr que ça décroche correctement. Et après, il y a un deuxième aspect qui rentre en ligne de compte, c'est la matière elle-même. C'est-à-dire que par exemple, les matériaux souples, ben, vu qu'ils sont souples justement, ben, on n'arrive pas à les décoller de cette plateforme. Et vous avez certains matériaux comme les matériaux castables qui sont très denses, extrêmement denses. Et du coup, en fait, enfin, la résine est très peu liquide en fait, et donc ça a tendance à les garder collés au plateau. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi, c'est pas intéressant aussi. Enfin, ça marchera pas très bien sur la forme auto. Voilà. Alors, peut-être la Si question je n'a... peux Oui, vas-y. pardon, oui, Bien si je sûr. peux peut-être un tout petit peu compléter sur la réponse, si vous avez des problématiques vraiment de faire des petites pièces sur la forme auto, en fait, vous pouvez les lier.
Donc, faire en sorte que les socles des pièces soient liés entre eux. Comme ça, vous n'aurez plus vraiment de limite de dimension puisque le socle sera lié. C'est le socle qui se décollera du plateau et les pièces avec les supports pourront être enlevés ensuite manuellement. Donc, finalement, En il y a une il y base, a une c'est ça, limite en utilisant une technique. base C'est dans ça, Préform, on peut choisir de mettre une base sur le produit et de les relier. D'accord. exactement. Donc, en fait, il y a une limite collée au plateau, mais en pratique, il n'y a pas vraiment de limite. Je Bon, pourrais ça peut être encore contourné. compléter moi, de mon côté. J'en profite. C'est vrai que c'est intéressant. On a effectivement des clients qui impriment des pièces. Vous voyez, imaginez des petites pièces de modélisme. Mais c'est très petit. Et du coup, en fait, ils impriment directement sur le plateau une espèce de grille sur laquelle sont fixées les pièces sur des supports. Et en fait, c'est cette grille qui est une espèce avec des carreaux, hein, que tout est relié, qui permet, donc, quand ça se tord, de se décoller au total, que tout tombe finalement avec les pièces et quitte, pour certaines pièces très fragiles, si on a peur de les abîmer quand elles tombent, de concevoir même des petits éléments de protection qui sont imprimés autour de chaque pièce pour après pouvoir justement éviter de les abîmer. Donc voilà, tout est possible finalement, effectivement. Merci Martin de ton point. Donc finalement, oui, c'est à prendre en compte aussi bien la machine, le tranchage avec les possibilités d'ajout de base, mais aussi même dans la conception, puisque on peut préparer dans la partie CAO des éléments qui vont aider à la protection ou décrochage des pièces. Donc, merci pour ces retours. Du coup, j'avais moi une question très pratique sur l'Automation System. Qu'est-ce qui se passe si une pièce ne reste sur le plateau? Est-ce que ça continue à imprimer? Voilà, comment l'Automation System va gérer finalement les pièces au niveau de chaque passage. On a vu des choses dans la vidéo. Comment on peut gérer les petits incidents ou des pièces qui ne décrocheraient pas? Je peux répondre. Après, Martin, tu peux compléter si tu veux. Vous avez donc des capteurs de force au niveau de la libération de la pièce. En fait, on a une force standard, si vous voulez, quand le plateau est vide. Quand des pièces sont sur le plateau, on a une variation de cette force-là, parce qu'il y a une petite résistance de la pièce au niveau de la torsion du plateau. Donc, lui détecte ça, donc il va faire des cycles d'ouverture-fermeture. S'il voit que cette force ne change pas, eh ben, il va refaire des cycles encore, et jusqu'à 5 ou 6 cycles, c'est plus de mémoire, 5 cycles. Merci Martin. Et donc, si après ça change pas, il se met en arrêt et donc il attend l'intervention de l'opérateur pour ne pas aller plus loin. Et on a aussi, oui, au moment du retrait, on a un racleur en fait, qui va venir racler le plateau. Et ce racleur peut aussi détecter une surcontrainte donc, due à la présence d'une pièce. Donc là, il peut encore se mettre en sécurité. Et on a encore une dernière sécurité au moment où le plateau redescend pour démarrer une nouvelle impression. On a le mélangeur de la machine qui, s'il détecte, donc s'il se décroche, s'il détecte qu'il y a quelque chose sur le plateau, il ne va pas démarrer l'impression. Ok, ça répond effectivement à ma curiosité. Merci pour ces compléments d'information. Alors, on a une question pour Martin, plus précise, qui est concernant, justement, on a parlé d'injection, alors peut-être ça a inspiré Louis. Quel est l'accompagnement proposé par 3D Reality pour la fabrication de pièces injectées via des moules en SLA? Donc, ça peut être intéressant déjà peut-être, Martin, de nous expliquer, on l'a un tout petit peu évoqué, le fait de créer des outillages et peut-être plus précisément pour l'injection plastique. Alors effectivement, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail, mais nous, on utilise beaucoup les outils de fabrication additive, donc d'impression 3D, pour concevoir et fabriquer des outils qui nous permettent de fabriquer avec d'autres moyens de fabrication. Et donc là, typiquement, dans l'injection, en fait, l'injection plastique, on est vite à des coûts et des délais très importants pour produire un premier prototype. Et si on a besoin de faire une modification, il faut refaire les investissements et reprendre le délai pour avoir la nouvelle itération. Avec l'impression 3D, donc on a une résine donc, qui est la résine Dika ou la Grepro, les deux peuvent être utilisés. On vient imprimer des moules donc conçus comme on le ferait pour l'injection plastique et on vient les injecter avec une micropresse manuelle pour pouvoir sortir des premiers prototypes de pièces injectées. Et donc là, pour répondre à la question sur l'accompagnement, finalement, nous, on peut soit imprimer vos moules, c'est ça, c'est la Holy Maker. Donc la presse manuelle et la Holy Maker. Donc, on peut soit imprimer vos moules si vous arrivez à les concevoir, mais si vous avez besoin d'être assisté, donc vous avez seulement la CAO de votre pièce à injecter, on peut concevoir les moules, les fabriquer, et donc soit injecter les pièces, soit vous les envoyer pour que vous le fassiez vous-même.
Et on peut même proposer un accompagnement en amont, sauf si vous faites une formation avec F3DF, par exemple, où on va vous aider à concevoir la pièce de manière à ce qu'elle soit injectable et qu'on ait le moins de problématiques possibles au moment de la fabrication. Merci pour cette question. Merci Martin pour ce retour. On a effectivement un live qui a été réalisé sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, la chaîne donc F3DF, où on avait reçu les équipes de Formlabs et d'Olimaker pour parler de l'injection plastique avec l'impression 3D. Donc le sujet est ouvert. Vous pouvez revenir vers nous, bien sûr, pour ce type d'application. Alors, on a une autre question. Est-ce que vous auriez des exemples de pièces particulièrement complexes à imprimer et les raisons qui ont rendu l'impression complexe et quelles solutions avez-vous trouvées? Donc là, c'est peut-être un peu général, mais je crois que les petits tips qui ont été partagés tout à l'heure ont été inspirants. Alors, est-ce que quelqu'un se lance sur un exemple de pièces complexes Recherche. Est-ce qu'il n'y en a pas tous les jours, des exemples complexes ou, Oui, c'est un peu ce qu'on pourrait répondre. En fait, chaque projet d'impression 3D est... En fait, chaque projet est différent. Oui, c'est vrai qu'on a un exemple d'une œuvre d'art qui est finalement complètement lattice. Donc, il faut imaginer une spirale, mais avec des aspérités très complexes et surtout très grandes, qui fait une vingtaine de centimètres de hauteur. Et donc là, à imprimer, on a, je pense, peut-être 3 fois ou 4 fois plus de matériaux support que de pièces en elles-mêmes. Et donc, finalement, avec l'outil Preform, donc le logiciel de tranchage pour préparer les impressions, on a un assistant, donc un outil qui permet de générer les supports qui fait pratiquement bon du premier coup. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très utile et avec le temps, on est capable d'anticiper les défauts. Mais en général, le logiciel fait bon du premier coup. Donc ça, c'est très confortable. Alors peut-être aussi on peut évoquer, vous l'avez un petit peu dit, c'est que l'impression 3D n'est pas toujours la solution directe, elle peut être utilisée de manière indirecte, avec quand on a des formes complexes ou des matériaux complexes, d'utiliser l'impression 3D pour faire soit un moule de coulée silicone ou du thermoformage, ou en fait de contourner finalement la complexité en utilisant l'impression 3D, en créant un outillage rapide. Donc c'est aussi des cas qui reviennent très souvent dans les applications.